Est-ce que ça vous va là? Donc alors, je reprends, je m'appelle Abdelkader Velal, je suis directeur de la mission locale d'Issingeaux, donc en Haute-Loire. Et puis j'ai d'autres casquettes, hein. Je suis donc responsable. Alors, auparavant ça s'appelait la COPEC, maintenant ça a changé, ça s'appelle le CORA, responsable départemental du CORA, du comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, donc pour le département de la Haute-Loire. Et j'ai aussi d'autres casquettes, je suis donc le représentant national des missions locales pour la lutte contre la radicalisation. Et à ce titre, j'ai fait pas mal de conférences, hein. J'ai fait des conférences à l'étranger sur ce sujet. J'ai eu alors la chance, un grand monde, mais j'ai eu la chance d'aller à Molenbeek, par exemple, en Belgique. On dit Molenbeek, on ne dit pas Molenbeek, je n'aime pas qu'on dit Molenbeek. J'étais à Melbourne, à Bangkok, à Londres, enfin, et j'ai pu rencontrer des jeunes qui sont allés en Syrie. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé autour de la radicalisation. Je fais aussi des conférences qui gravitent autour du vivre ensemble. C'est ce que je préfère dans mon activité, je vais être honnête avec vous. Le vivre ensemble, la lutte contre les discriminations aussi, je fais beaucoup de conférences sur la lutte contre les discriminations, et puis des conférences sur les jeunes, donc qu'on appelle la génération Y, mais en fait c'est plus ce que j'appelle moi le conflit générationnel entre les jeunes qui arrivent sur le marché du travail et les anciens qui partent. Donc voilà un petit peu les différentes casquettes que j'ai. Et enfin, la dernière, je suis écrivain, j'écris des romans qui gravitent tous autour d'une même recherche, c'est la promotion du vivre ensemble. Voilà. À chaque fois, mon combat du quotidien, c'est vraiment de faire en sorte de sensibiliser les gens au vivre ensemble, de façon à lutter contre toutes les formes de rejet. Je fais pas mal d'émissions de télé, notamment sur l'homophobie, pour lutter contre l'homophobie. En ce moment, ce sur quoi je me bats beaucoup, c'est la lutte contre l'homophobie, parce que c'est vrai que c'est un vrai fléau, et notamment, on n'en parle pas assez, mais notamment au milieu rural. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est mon parcours qui en sens, est intéressant. C'est-à-dire que mon premier roman, donc je le disais tout à l'heure, j'ai écrit un premier roman qui s'appelle En pleine face. Alors, En pleine face, justement, c'est pour parler de mon nez. Parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'ai eu un jour un accident. Et donc c'est maintenant que je vais vous faire rire, c'est le moment de rire de la soirée. Quand j'étais plus jeune, j'étais dans la cour du jardin de mes parents, et mon père avait acheté l'agneau de l'Aïd. Vous savez, l'agneau qu'on a tué pour la fête de l'Aïd. Et l'agneau en question a voulu éviter le sacrifice, et dans sa fuite, j'étais sur son chemin. Et donc c'est un agneau qui m'a fait... donc si j'ai sonné, c'est à cause d'un agneau. Et je vous assure que c'est vrai, on ne peut pas s'inventer un truc pareil. Donc c'est un agneau qui m'a cassé le nez. Et quand j'étais plus jeune, tout le monde m'appelait le boxeur. Donc un jour j'en ai eu marre, et je suis allé m'inscrire dans une salle de boxe, et puis j'ai fait une belle carrière de boxeur. Donc voilà. Et cette carrière de boxeur a été extrêmement importante parce que, comme je le disais dans le synopsis de mon premier roman, c'est la quatrième de couverture. La quatrième de couverture, c'était raciste, homophobe, antisémite, déformé avec un nez tordu. Voilà. Parce qu'en fait, c'est vrai que jusqu'à l'âge de 17 ans, j'étais raciste, j'étais homophobe et j'étais antisémite. J'avais le package, comme on dit. Voilà. Et j'ai envie de dire, j'étais raciste vers tous les blancs. Vous, par exemple, je ne vous ai pas aimé, tout simplement parce que vous étiez blanc. Voilà. Et c'était un peu du racisme, je te pousse, tu me repousses. C'est-à-dire que moi j'étais le petit Algérien, mes parents sont d'origine algérienne, j'étais le petit Algérien de la cité, donc j'ai vécu dans une cité où on était une très grande majorité de familles maghrébines, donc un communautarisme qui s'est installé naturellement en fait. Hein. Et tous mes copains c'était des Rachid, des Mohamed, des Farid. Il y avait qu'un copain qui s'appelait Frédéric, et on l'acceptait parce qu'il jouait bien au foot. C'est vous dire. Vous voyez, mais c'était la réalité de ce que je vivais. Et donc, le racisme que je vivais, comme je vous l'ai dit, c'était du racisme un peu je te pousse, tu me repousses. C'est-à-dire qu'on était persuadés que les Français ne nous aimaient pas. Et donc, naturellement, on n'aimait pas les Français. Mais il n'y avait rien, il n'y avait pas de motivation, il n'y avait pas aucun motif, entre guillemets, pour expliquer ce racisme. On était antisémites parce que c'était dans les années 80. Donc 85 à peu près. Et en 82, il y avait eu, pour les plus anciens, le massacre de Sabra et Shatila. Et donc c'est un massacre qui a été perpétré. Et donc avec ce massacre, il y avait eu un relan d'antisémitisme qui est né dans tous les quartiers de France. Et les musulmans, naturellement,
détester les juifs. Voilà. En plus, il faut aussi dire que parfois dans certaines familles, on est biberonné aussi à la haine juive. Un musulman, il n'aime pas les juifs. Voilà, on dit ça naturellement, et puis voilà, même si c'est faux, bien évidemment. Mais parfois, voilà, c'est véhiculé de cette manière. Et puis, homophobe. Et là, j'ai envie de dire, homophobe, je l'ai gardé longtemps. J'ai été homophobe très longtemps quand même. Hein. J'ai réussi à me libérer de ce fléau un peu plus tard, et aujourd'hui, je lutte énormément contre ça. Parce que, les homosexuels dans les quartiers, il n'y en avait pas, et quand un garçon était un peu efféminé, ça se passait mal pour lui, parce que tout de suite, c'est les tapettes, et j'en passe, c'est les meilleurs. Voilà. Et j'ai grandi dans une cité où c'était comme ça. Donc, limite, si j'étais pas comme ça, j'étais peut-être en difficulté parce que mes copains m'ont rejeté. C'est-à-dire qu'on est dans la norme. Voilà. Et on essaie de rester dans la norme. Et alors, vous allez dire, mais comment j'ai pu changer? Pourquoi j'ai changé? J'ai eu la chance, en fait, donc je vous l'ai dit, de faire de la boxe. Et un jour, donc, je suis allé dans une salle de boxe. Et je me rappelle, donc j'arrive et je rencontre Guido Roger, entraîneur de boxe. Et donc, je m'installe dans la salle. Et tout de suite, en m'entraînant, donc il y avait, les noms je ne les invente pas, il y avait Yvon Tatula, Cecilio Ramirez, Rachid Filoki, Yoni Ripon, tous des gars qui boxaient, étaient des boxeurs. Et naturellement, j'ai appris à connaître un juif, j'ai appris à connaître un catho, Cecilio Ramirez, et puis Rachid qui est décédé le pauvre aujourd'hui, qui était boxeur, musulman. Et en fait, j'ai rencontré ceux que je ne connaissais pas. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'au fur et à mesure des entraînements, parfois on partait, donc j'étais dans le nord de la France, on partait faire des combats à Roubaix, à Lille, et quand on partait faire les combats, quand Cecilio ou Yoni faisaient un combat, j'avais peur pour eux. Et moi j'encourageais Yoni qui était juif, mais je l'encourageais parce que c'était mon frère d'armes, c'était mon frère du club, et j'avais peur pour lui. Et même quand il boxait un musulman, j'étais avec mon pote juif. Pareil pour Cecilio, quand Cecilio boxait un musulman, après ça me dépassait parce que c'était plus la représentation qu'il avait, c'était la personne. Je l'aimais, on s'entraînait en salle de boxe, j'avais toujours peur qu'il se prenne un KO. Quand parfois il se prenait un combat difficile, j'étais dégoûté pour lui. Et voilà comment, naturellement, j'ai changé. Mais j'ai changé parce que j'ai rencontré l'autre, tout simplement. Avant, je ne le connaissais pas, je n'avais pas d'amis juifs, j'avais pas d'amis forcément cathos, et en fait, au fur et à mesure des rencontres, j'ai naturellement changé. Mais vraiment naturellement. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que la haine de l'autre, le rejet de l'autre, c'était quelque chose qui n'avait aucun fondement, qui n'avait absolument aucun fondement. Ce qui était même grave, c'est que, et je le rencontre dans mon livre, quand par exemple les pompiers venaient dans la cité, on les caillassait, et ça se faisait, j'ai envie de dire, naturellement. C'était voilà, tout le monde le fait, on le fait. Quand le livreur de boissons passait, si on pouvait lui piquer une bouteille de limonade, on y allait et on le faisait. Et j'ai envie de dire, c'est ce qui est triste, c'est qu'en fait, ça se faisait naturellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui pour vous était du vol, était de la violence, et ben pour nous, c'était un jeu, c'était naturel, ça faisait partie du quotidien. Les codes qu'on avait n'étaient pas les mêmes que les codes qu'on peut avoir. Pareil, quand on a essayé de voler du camion, pour tout le monde, ça se fait pas aujourd'hui, bien évidemment que ça se fait pas, bien évidemment que mais à l'époque, ça se faisait naturellement, c'était parce qu'on n'avait pas les mêmes codes et parce qu'on n'avait pas, on était d'une certaine manière un peu, alors on n'était pas des victimes, hein, bien évidemment, parce que, mais d'une certaine manière, vous savez, c'est toujours des questions de trajectoire. C'est-à-dire que la trajectoire qu'on avait faisait qu'on habitait dans un quartier, on habitait dans un endroit où c'était la trajectoire naturelle. Et vous savez, ce qui est marrant, c'est que moi je suis dans 71, on était à peu près 17 jeunes, de la même génération, on est entre 71 et 72. Et sur les 17, on n'est pas beaucoup à avoir évité la drogue, évité la prison, évité la délinquance. On n'est pas si nombreux que ça. Et souvent, quand on a évité tout ça, c'est parce qu'on a eu un parcours scolaire réussi ou un parcours sportif réussi. Et alors souvent, c'est pour ça qu'on dit souvent que l'école ou le sport, c'est aussi des voies de... Même si c'est triste, parce que je pense qu'il pourrait y avoir d'autres choses. Puis surtout, ce qui est hyper important, parce que parfois aussi, j'entends souvent, on dit oui, mais bon, ça aussi, c'est l'éducation aussi. C'est l'éducation, c'est les parents. C'est pas forcément vrai. Parce que moi, j'ai 10 frères et sœurs,
On est 10, on a eu exactement la même éducation, tous. J'ai quand même 2 frères qui sont passés par la case prison. Et tous les autres, ils ont réussi leurs études, ils ont travaillé, pourtant on a eu tous la même éducation. Mais à un moment donné, il y a aussi le caractère, il y a aussi les fréquentations, il y a aussi... Voilà, et puis, alors je dis le caractère, parce que les fréquentations, après, ça veut dire, ouais, mais c'est pas de sa faute. Non, non, il y a aussi le caractère des personnes qui font qu'à un moment donné... Donc, les trajectoires sont toujours compliquées, toujours difficiles à essayer d'expliquer. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que... je vais vous prendre l'exemple de mon fils. Mon fils, il va avoir 22 ans bientôt. Il a grandi donc à Issingeaux. Et ben, il n'a pas du tout la même trajectoire que moi. Lui, il n'a pas connu le racisme, tout ça, il ne connaît pas. Il ne connaît absolument pas. C'est vraiment un truc qui lui passe au-dessus parce qu'il a grandi justement dans un autre environnement. Et ça change beaucoup quand même, l'environnement. Vous savez, c'est assez facile de critiquer. Moi, je critique les jeunes, parfois dans les quartiers qui font des bêtises, mais après aussi, il faut essayer de contextualiser les choses, contextualiser leur environnement, leur vie de famille. Il faut tout prendre en compte et ne pas simplement se dire, voilà, moi, à Issoire ou à Issingeaux, je ne comprends pas ces jeunes. Voilà. Il faut aussi essayer de contextualiser. Et ce qui est important aussi, c'est pour ça que je dis toujours, la méconnaissance de l'autre, c'est ce qui à un moment donné fait qu'on peut être amené à avoir des préjugés. Les préjugés, on en a tous, vraiment tous, autant qu'on est ici, on en a. Einstein disait, il est plus facile de casser un atome que de casser ses propres préjugés. Parce que les préjugés, ils vous viennent d'où? Ils vous viennent de vos parents, quand vous étiez plus jeunes, de votre famille, de votre environnement, des médias. On est tous des éponges, et on prend les préjugés assez naturellement sans forcément s'en rendre compte. Les préjugés sont vraiment tenaces. Et c'est la grosse difficulté qu'on a, c'est que après, pour se libérer de ces préjugés, c'est extrêmement difficile. Là, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'étais avec mon fils à la piscine. Il est très jeune à l'époque. Et on était dans la piscine, on marchait. Puis je vois un monsieur, un papa avec son fils, il devait avoir 7 ou 8 ans. Et le fils était sur le rebord de la piscine. Le papa lui disait, mais plonge, allez, saute dans l'eau, plonge. Plonge, t'es pas une tapette. Plonge, t'es pas une tapette. Et vous voyez, c'est pour ça, c'est pour dire que c'est absolument facile, c'est très facile de passer les préjugés. Et le gamin qui a plongé, il entend ça, naturellement il va grandir avec ça en se disant, je ne suis pas une tapette, je suis un homme, je suis un dur, voilà. Avec tout ce qu'on peut imaginer bien évidemment derrière. Et c'est vrai pour beaucoup d'autres choses. Un jour je faisais une conférence dans une école, et c'était un enfant qui m'avait dit, oui monsieur, moi j'ai peur parce que, vous savez, les étrangers, ils viennent, après ils achètent des caravanes et puis ils vont voler dans les maisons. C'est-à-dire qu'il avait fait un package de ce qu'il avait pu entendre chez lui, et il m'avait ressorti ça assez naturellement. D'où l'importance en fait de bien faire attention à comment on peut transmettre des préjugés, comment on peut s'arrêter juste sur un préjugé et ne pas faire attention justement. Parce que tous les préjugés sont faux. Tous les préjugés, sans exception, sont faux. Tous, sans exception. Ça, par contre, c'est une réalité qui ne peut pas être remise en cause. Tous les préjugés sont faux. Je les ai tous regardés un peu et à partir du moment où on associe une personne, une couleur, une religion à des actes, on a faux. Parce que chaque individu est différent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que tous les Noirs courent vite. C'est pas vrai. On ne peut pas dire que tous les Arabes sont des voleurs. Bien évidemment, c'est pas vrai. On ne peut pas dire que tous les Français sont des râleurs. Vous voyez, je suis français, je ne suis pas râleur du tout, vraiment, je vous assure. Et je connais beaucoup de Français qui ne sont pas râleurs. Mais vous voyez comme quoi, un préjugé, il est toujours faux, toujours. Mais on en a tous. Vous en avez, comme je dis souvent, on est des éponges. Je prends toujours l'exemple, vous savez, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Vous êtes sur Facebook, vous regardez, il y a plein de trucs, en ce moment il y a beaucoup de choses sur les gilets jaunes, mais vous feuilletez, vous passez, et à une époque, il y avait beaucoup de choses sur les migrants. C'est une époque, c'était vraiment, il y avait pas mal de trucs sur les migrants. Je me souviens toujours, il y avait un truc sur les migrants, un migrant, quand il arrive en France, il touche 1 500 €. Ouais. Il a une aide 1 500 €, c'est faux, c'est à peine 300 € par mois, mais 1 500 €. Et en fait, ça tient encore là. ouais,
Mais là où mais pourquoi ça tient la route? Parce qu'en fait, en fait, c'est assez simple. On voit une information qui ne nous intéresse pas. C'est une information, un jeune qui voit cette information ne l'intéresse pas. En revanche, il va enregistrer cette information. Il va la voir, il va l'enregistrer. Puis un jour, il va être avec des copains, ils vont parler des migrants, puis tu sais, il gagne 1500 € quand même par mois. Alors que c'est une information qui est absolument complètement fausse. Comme sur la religion. Je vois par exemple souvent sur les réseaux sociaux une information sur l'islam, sur des versets du prophète, que j'en passe et des meilleurs, qui sont absolument fausses, qui n'existent absolument pas. Mais les gens le partagent et après enregistrent cette information et sont absolument sûrs que cette information est vraie. Donc vous voyez, c'est toujours la méconnaissance et la non-vérification d'informations qui nous conduit malheureusement à rejeter l'autre. À rejeter l'autre parce que d'abord c'est facile. Hein, vous savez, c'est assez marrant, mais on a toujours besoin d'un bouc émissaire. Quand on est au travail, il y a toujours une tête de turc. Dans la vie de tous les jours, on a toujours besoin de bouc émissaire, ça nous rassure d'une certaine manière. Alors le bouc émissaire, ça peut être parfois l'étranger, parfois l'homosexuel, parfois le jeune de cité, on y rajoute un, parfois le jeune de cité, parfois le riche. Ouais, par exemple, en ce moment, c'est les riches. Vous voyez, on a toujours besoin d'un bouc émissaire. Et malheureusement, je vous dis toutes ces choses pour vous dire qu'à un moment donné, on peut facilement avoir un rejet de l'autre, assez facilement, par rapport à sa vie de tous les jours, par rapport à son quotidien, par rapport à ce qui nous arrive. Et malheureusement, ça conduit à faire en sorte que on a le vivre ensemble que j'essaye de vendre au maximum, enfin de donner plutôt au maximum, n'est plus possible à un moment donné. Parce qu'on s'arrête sur un instant T, on s'arrête sur une image, sur une image liée à la mode, et c'est malheureusement ce qui fait que parfois on peut avoir du rejet vis-à-vis d'autres personnes. C'est souvent le cas malheureusement. Mon expérience malheureusement me montre que c'est toujours difficile. Vous savez, quand j'ai écrit mon deuxième roman qui s'appelle Cœur Halal, c'est mon voisin, un homme, il est décédé aussi il n'y a pas longtemps, mais un homme extrêmement gentil, sympa, avec qui on se rendait beaucoup de services, on s'entendait vraiment très 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 bien. Et un jour, on était devant chez moi, et puis il y a un monsieur qui passe, qui était complètement bourré, et qui s'est arrêté devant chez moi et chantait la Marseillaise. Et mon voisin, donc je dis à ce monsieur, écoutez, partez, sinon j'appelle les gendarmes. Et mon voisin me dit, tu te rends compte, c'est grave quand même. Je dis, ouais, mais c'est pas grave, je laisse faire. Il me dit, non, il me dit, mais si seulement ils étaient tous comme toi. Vous voyez? Il me dit, si seulement ils étaient tous comme toi. Et là, je le regarde, je dis, écoute, Henri, ce que tu viens de dire, c'est un peu raciste. Il me dit, non, je dis, si, c'est un peu raciste. Je lui dis, parce que en fait, tu ne me vois même plus comme un maghrébin, mais derrière, en fait, pas du tout quelqu'un de super, en fait. Hein. Mais pareil, c'est-à-dire qu'il avait en lui des préjugés liés à la télé, parce qu'on en a discuté, liés à la télé, quand il voit à la télé des poubelles qui sont brûlées, et on voit des blacks, on voit des mecs cagoulés, on se dit tout de suite, ben, c'est des jeunes étrangers ou des jeunes qui sont issus de l'immigration, et donc l'amalgame est fait assez facilement. Mais il n'est pas méchant, sincèrement, il n'est pas méchant. Il a dit une parole sans forcément s'en rendre compte. Et moi, ce que j'ai eu envie, c'est d'explorer ça. Et parce que je ne voulais pas dire, voilà, ça y est, c'est un raston, je ne veux plus avoir de... Non, au contraire, j'ai discuté avec lui, puis d'une certaine manière, je l'ai raisonné en lui disant, il ne faut pas que tu fasses un amalgame de ce que tu peux voir à la télé. Et quand j'ai écrit ce roman, c'est l'histoire d'un facho, quelqu'un de très raciste, membre de l'extrême droite, et j'ai eu besoin d'aller rencontrer des membres de l'extrême droite pour me mettre dans la peau du personnage. Et en fait, en les rencontrant, c'est assez marrant. Hein. Au départ, ça pique. Hein. Quand ils vous parlent, voilà, ça pique un peu complètement. Et puis, au fur et à mesure des entretiens, des rencontres, en fait, non, on se rend compte que en fait, quand on essaie de comprendre l'individu, on essaie de comprendre la personne, il y a un vécu, il y a quelque chose, il y a un truc qui à un moment donné, fait qu'on bascule. Et en fait, c'est pas de mauvaises personnes. C'est simplement des personnes qui, à un moment donné, ont une trajectoire. Comme la mienne. Comme moi, à une époque, je n'étais pas quelqu'un de méchant, je n'étais pas quelqu'un de mauvais, mais j'avais une trajectoire qui faisait que j'étais naturellement raciste, naturellement homophobe et naturellement antisémite. Vous voyez ? Mais après, là où c'est important, c'est qu'on essaye de changer, on essaye de comprendre.
moi, la chance que j'ai eue aussi à travers mon petit parcours, c'est que j'ai eu un jour un prof de français qui m'a dit Abdel, tiens, Abdelkader, tiens, j'ai un bouquin pour toi. Donc il ne lisait absolument aucun livre, hein. À part Tintin ou Lucky Luke, je ne lisais rien du tout. Hein. Et il me donne ce livre, il me dit tiens, très habilement, il me dit tiens, c'est quelqu'un de ton pays. Je rappelle quand j'étais plus jeune, dans ma tête, j'étais algérien, hein. J'étais purement et simplement algérien. Et il me dit tiens, c'est quelqu'un de ton pays. Je prends le bouquin, je regarde, et je lui dis Albert Camus. Bon, il se fout de moi, lui, c'est mon pays, ça, là, il est en train de se moquer de moi. Il me dit non, mais je t'assure, il vient d'Oran, quasiment de la partie où tu vis, hein, où tes parents sont issus d'Algérie. Voilà. Et le premier livre que j'ai lu dans ma vie, c'est L'étranger de Camus. Après, j'ai lu tous les livres de Camus, mais ce petit geste d'un prof a changé ma vie parce que ça m'a donné envie de lire, et après, je suis devenu un fou de livres, quoi. Je lisais beaucoup. Et la lecture, ce qui est intéressant, la lecture, c'est que ça permet aussi de s'ouvrir et de raisonner. Ça permet aussi d'ouvrir son raisonnement, et ça, c'était extrêmement important, parce que malheureusement, c'est mon avis, hein, ça ne me regarde que moi ce que je dis là, mais j'ai tendance à penser qu'on est tous un peu racistes. On est tous un petit peu racistes, parce que le racisme, c'est quelque chose, c'est quasiment un instinct qu'on a, et simplement, on lutte contre ce racisme avec notre intellect. Voilà. C'est avec notre intelligence qu'on lutte contre ce racisme. C'est-à-dire que l'intelligence nous fait dire qu'à un moment donné, ben non, tous les Arabes ne sont pas des voleurs, tous les Arabes ne sont pas des terroristes, ben non, tous les Noirs ne courent pas vite. Enfin, c'est notre intelligence à un moment donné qui nourrit, mais parce que j'ai malheureusement rencontré tellement de gens qui, comme moi, à un moment de ma vie, j'étais raciste, je vous l'ai dit, hein, donc, je ne le cache pas. Et j'ai des copains qui ont grandi dans la même cité que moi, qui ont eu aussi ça. Et ils me disent, mais tu sais, parfois, naturel, il revient quand même, de temps en temps. Quand j'entends un truc, j'ai un ami un jour qui m'a dit, alors il est d'origine maghrébine, hein, comme moi, et il m'a dit, mais tu vois, t'imagines, toi, tous ceux qui viennent du bled, là, ils viennent, ils profitent des aides et tout. Ouais. Et je lui dis, mais tu te rends compte comment tu parles, quoi. Vous voyez, comme quoi, c'est assez incroyable. Hein. J'ai... le racisme, c'est pour ça que c'est mon expérience de vie qui me fait dire ça en fait. Hein. J'ai travaillé à la NPE, j'étais conseiller à la NPE un jour, et un jour j'ai reçu un chef d'entreprise, donc il venait de créer sa boîte, donc il créait une boîte de transport, et il recrutait des Maghrébins. Et, enfin, il recrutait, excusez-moi, il recrutait des chauffeurs. Et c'est pour ça que c'est... Voilà. Non, il recrutait des chauffeurs, et lors de l'entretien, il me dit, mais je veux pas de maghrébins. Là, je regarde, comment? Je veux pas de maghrébins. Non, je les connais, je veux pas de maghrébins. Lui-même, il était maghrébin. Et je lui dis, mais d'abord, c'est interdit par la loi, donc d'entrée, il est hors de question que je... Mais voilà, mais vous voyez comme quoi, c'est pour ça que c'est-à-dire que le préjugé qui existe sur ce qu'il représente, ben lui, il l'a pris pour argent comptant, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, ça a tellement fait son chemin. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis que ce racisme, on lutte contre son racisme avec son intellect. Je trouve que c'est extrêmement important de lutter contre son racisme avec son intellect. Puis surtout après, ce qui est hyper important, c'est de s'ouvrir. Moi j'ai toujours tendance à dire, il y a quelque chose qui est extrêmement fondamental aujourd'hui dans notre société, c'est qu'il faut éduquer son regard. Voilà. Il faut éduquer son regard. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous voyez deux hommes se tenir la main, certains me disent, bon, ils sont homosexuels, ok, mais quand même, il ne faut pas s'afficher dans la rue. Eh ben non, moi, si j'ai envie d'embrasser mon épouse dans la rue, je le fais, et voilà, et j'ai le droit. Mais ça va moins gêner. Si demain, si j'étais homo et que j'embrasse un homme dans la rue, je sais que ça gênerait. Parce qu'on n'est pas éduqué à travers le regard. Alors, souvent, quand j'interviens, on me dit, ouais, mais on n'a pas l'habitude. Et bien, justement, les habitudes, ça se prend, les habitudes, ça se prend, et ça change surtout. Mais éduquer son regard, c'est ça. Éduquer son regard, c'est aussi, par exemple, accepter qu'une femme soit voilée. C'est aussi ça, éduquer son regard. Même si alors le voile, je ne parle pas du voile, je ne parle pas de fantomas, hein, je parle du voile classique. Voilà. Mais le foulard, c'est aussi ça, c'est être éduqué, c'est éduquer, voilà, effectivement, comme le faisait vos grands-mères, parce que mais c'est vrai que c'est aussi ça, c'est éduquer son regard.
éduquer son regard de façon à ce que le regard qu'on peut avoir aujourd'hui n'est absolument plus le même que le regard qu'on pouvait avoir il y a 30 ans ou 40 ans. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, hein, voir deux hommes se tenir la main ou deux femmes s'embrasser, ou un couple avec un enfant, un couple d'hommes ou de femmes avec un enfant, c'est normal. C'est juste normal. Aujourd'hui, c'est juste normal. C'est pas. Alors après, bien évidemment, il y a des gens qui ne partagent pas mon avis, ça, après, c'est le choix de chacun. Chacun est libre de sa pensée. Mais néanmoins, c'est accepter l'autre. Souvent, pendant des années, j'avais fait un article un jour, et le titre, c'était ça fait 43 ans qu'on me tolère, maintenant j'ai envie qu'on m'accepte. Parce que, vous savez, la tolérance, on parle souvent de tolérance. Voilà, vous entendez souvent les hommes politiques s'enorgueillir de dire « Ah, moi je suis tolérant, il faut être tolérant, nous on est tolérants, tout ça. » Je hais la tolérance. Je vous dis très sincèrement, je hais la tolérance. Ce mot me... Voilà, je ne peux plus le sentir, ce mot, très honnêtement. Pourquoi? Parce que la tolérance, c'est le fait du roi. Imaginez, je vous dis, je vous tolère parce que vous êtes une femme. Ça vous fait quoi? C'est bizarre quand même. Hein, vous voyez, je vous tolère parce que... sont la majorité. Je vous tolère parce que vous avez des lunettes, ou je vous tolère parce que vous êtes homosexuel, ou je vous tolère parce que vous êtes juif, ou je vous tolère parce que vous êtes musulman. Vous savez, dans la notion de tolérance, il y a toujours, quand quelqu'un tolère, il y a celui qui est tolérant, j'ai envie de dire, il a une hiérarchie, voilà, il a une forme de pouvoir, il est un peu au-dessus. Voilà, c'est fait du roi, je te tolère. Et quand on est toléré, je veux dire, la place, elle est franchement, limite, on a envie de dire merci, quoi. Voilà. Et moi, je hais la tolérance. Moi, je suis absolument pas pour la tolérance, je suis pour l'acceptation. C'est-à-dire que je vous accepte parce que vous êtes juif, je vous accepte parce que vous êtes musulman, je vous accepte parce que vous êtes homosexuel, je vous accepte. Puis l'acceptation, ce qui est aussi assez intéressant dans l'acceptation, c'est qu'il y a un engagement. On donne de soi. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que simplement la tolérance. Et moi, je tolère le gars qui se garde dans mon garage, mais je ne vais pas tolérer une personne. Je ne vais pas tolérer un être humain. Tolérer un être humain, c'est quand même... Pourtant, je sais qu'on a entendu longtemps, il faut être tolérant, c'est bien, mais moi, j'aime pas. Voilà, très personnellement, c'est de la sémantique, vous allez me dire, mais la sémantique, elle a quand même... c'est extrêmement important, parce que lorsque j'étais devant quelqu'un qui me disait « Oh, tu sais, moi je suis tolérant, j'accepte. » D'une certaine manière, c'est que ça veut dire tolérer quelqu'un parce qu'il est homosexuel. De quel droit je vais tolérer un homosexuel? De quel droit? Je n'ai pas à le tolérer, j'ai à l'accepter tout simplement. J'ai envie de dire, c'est son choix, chacun est libre de son choix, de ses mœurs, de sa religion. Je pense que chacun est libre, et ça c'est la... Comment dire? C'est la richesse de notre pays aussi. C'est-à-dire que, en ce moment, on râle beaucoup par rapport à notre pays, parce que tout coûte cher, tout. Mais sincèrement, moi qui voyage beaucoup, on a une chance juste incroyable de vivre en France. Hein. On a vraiment, c'est le plus beau pays du monde, et je le pense vraiment au fond de moi. Et le thème de ce soir, c'est qu'est-ce qu'être citoyen aujourd'hui? Être citoyen, c'est d'abord essayer de faire en sorte qu'on puisse amener, on puisse faire des choses pour son pays. C'est d'abord des choses bien évidemment positives. Essayer de faire en sorte de promouvoir justement, d'une certaine manière, le vivre ensemble, de promouvoir des idées intelligentes, des idées qui peuvent faire en sorte d'améliorer le quotidien des uns et des autres. Pour moi, c'est ça, être citoyen. Après, encore une fois, ça n'engage que moi. Après, le côté fier, pareil, je vais avoir de la fierté. Désolé, mais si quelqu'un... Moi, je vais avoir de la fierté. Pourquoi je vais avoir de la fierté? Parce que j'ai tellement entendu souvent des gens dire « moi, je suis fier d'être musulman. Moi, je suis fier d'être français. Moi, je suis fier d'être belge. » La fierté, ça me fait toujours penser que si je dis que je suis fier d'être français, ça veut dire que je suis fier d'être français. Mieux que d'être belge. Si je dis que je suis fier d'être musulman, j'ai l'impression que être musulman, c'est mieux qu'être catholique. Vous voyez? Ou c'est mieux qu'être juif. Cette fierté-là, moi, je préfère dire je me réjouis d'être français. Je me réjouis d'être musulman, juif, peu importe. Je me réjouis plus que je suis fier. La fierté, j'ai l'impression, c'est mon avis, hein, j'ai l'impression que ça écrase les autres. Le fait de dire de cette manière, je suis fier d'être musulman,
Ben voilà, si je dis ça devant un catho, ça me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise parce que ça sous-entend que voilà, ma religion est peut-être meilleure que la sienne. Voilà, vous voyez, donc ce côté un peu fier d'être français, non, c'est pas pour moi en fait. Hein, je suis désolé, mais je me réjouis d'être français. Mais comme je me serais réjoui d'être allemand, belge ou australien, je ne sais pas. Je pense que voilà, je me réjouis d'abord je me réjouis plus des idées que je véhicule que du fait que je sois français, musulman ou j'en passe. Hein. Je veux dire que le reste, après, parfois, ça ne tient pas à grand chose, ça tient juste à l'endroit où on est né. Si mes parents étaient restés en Algérie, je serais algérien aujourd'hui. Donc voilà, donc, pourquoi je vais être fier de quelque chose dont je ne suis pas forcément à l'origine. Vous voyez, quand on dit ouais, on est musulman ou catholique, souvent, c'est aussi c'est quasiment prédestiné. C'est-à-dire que j'ai tendance à dire que parfois on est musulman, catho ou juif par hérédité. C'est-à-dire qu'on hérite de la part de sa famille. Si j'étais né dans une famille juive, vous pouvez être sûr qu'il y a beaucoup de chances, ce n'est pas une certitude, mais il y a beaucoup de chances que je sois devenu juif. Si j'étais né à Issoire ou à Saint-Jean dans une famille traditionnellement française ou française sur plusieurs générations, ben, il est probable qu'aujourd'hui je serais catho, ou en tout cas plus facilement catho que musulman ou autre. Malheureusement, enfin malheureusement. Oui, malheureusement. Oui, malheureusement, oui, c'est une réalité. Parce qu'à un moment donné, on ne fait pas forcément des choix à la rentrée, quand on grandit, on mûrit, et puis parce que parfois il faut s'émanciper aussi de sa famille, il faut s'émanciper de sa religion. C'est extrêmement difficile. Hein. Moi, je côtoie beaucoup de gens, par exemple des copains qui sont de familles traditionnellement musulmanes et qui se sont émancipés de leur religion. C'est un truc incroyable. Vraiment, pour eux, à la base, ça a été une déchirure. C'est quelque chose d'extrêmement violent à vivre. Pareil dans la communauté juive, quand on s'émancipe de sa religion, c'est quelque chose de... Moi, je trouve que les personnes qui s'émancipent de leur religion, c'est des gens très 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 courageux, sincèrement. Parce que c'est dur, c'est quelque chose qu'ils ont vécu à la naissance et qu'ils ont grandi avec ça. Je me souviens, j'ai un copain qui m'avait dit, la première fois que j'ai mangé du porc, vraiment, ça m'a fait un truc incroyable, je m'en rappellerai toute ma vie. Parce que c'était, d'une certaine manière, une violation un peu de quelque chose. Donc, c'est pour ça que je dis souvent que on est aussi parfois prédestiné à travers sa famille, son lieu de naissance, et puis après, il y a aussi un sujet sur lequel j'aime bien aussi revenir souvent, c'est la certitude. Vous voyez, moi j'ai horreur de la certitude. J'ai horreur des gens qui sont certains de certaines choses. C'est-à-dire que par exemple, imaginez que par rapport à la religion, je suis certain que j'ai la bonne religion. La certitude que c'est la bonne religion. Mais la certitude, c'est la mise en arrêt de l'intelligence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est certain de quelque chose, naturellement, son cerveau va réfléchir. Et par rapport au processus de radicalisation, souvent, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on voit, c'est que les jeunes sont absolument certains de leur connaissance ou de leur religion ou de leur foi, et ça s'arrête. Et après, tout ce qui rentre, il faut que ce soit en lien avec ce qu'ils ont comme acquis, sinon c'est que c'est faux. Et donc c'est pour ça que vraiment je lutte tout le temps contre les certitudes, parce qu'il n'y a rien de pire que la certitude. Et ce qui est intéressant, ce qui est vraiment, en tout cas moi ce que je recherche tout le temps, c'est justement essayer d'avoir toujours des doutes. Voilà. Le doute, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le doute dans tout ce que l'on fait. Hein. Et quand on doute de quelque chose, ce qui est intéressant, c'est qu'on va rechercher. Et c'est là où le travail de recherche, quand on doute de soi-même, on doute de son comportement, quand on doute de sa manière de regarder les autres. Par exemple, je le disais tout à l'heure, l'éducation du regard, hein, c'est extrêmement important. Et le doute permet la recherche. Voilà. Ça, pour moi, je crois que c'est fondamental. Le doute permet la recherche. Le doute permet justement... c'est le doute qui permet de s'émanciper aussi. L'émancipation, c'est quelque chose aussi auquel je tiens énormément. Et des choses auxquelles je tiens aussi énormément, c'est promouvoir le sens critique, le libre arbitre. Parce que c'est des notions qui sont extrêmement importantes dans notre société aujourd'hui. Elles permettent justement de pouvoir toujours se remettre en question.
quelqu'un qui a le sens critique et qui fait ce travail toujours de recherche, il ne peut pas lui arriver une dérive sectaire, c'est impossible. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on n'a pas de certitude, justement, eh ben on arrive toujours à se remettre en question, on arrive toujours à essayer de peser le pour et le contre de ce qu'on peut être amené à nous dire. Et pour terminer, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est après d'échanger avec vous, pour terminer sur la citoyenneté, voilà, l'esprit citoyen, c'est un esprit d'engagement, c'est un esprit aussi d'engagement, de s'engager dans... Alors, pour être honnête, hein, si vous êtes là, en règle générale, c'est que vous êtes des convaincus. Parce que malheureusement, ceux que j'aimerais toucher, ils ne viennent pas. Voilà, c'est une réalité. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que ouais, c'est toujours difficile à y toucher. Maintenant, on peut y arriver. On peut y arriver, chacun. Vous savez, vous êtes des multiplicateurs, hein, comme moi, je suis un multiplicateur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à travers nos rencontres, à travers nos échanges, on peut amener des choses. Vous savez, quand je fais ces conférences, j'apprends énormément des personnes qui sont dans la salle, parce que par rapport à leurs questions, par rapport à leur... Parfois, on me raconte aussi des anecdotes, et c'est toujours intéressant. Et j'utilise aussi ces anecdotes pour, après, lorsque je rencontre des gens, et ben, essayer de me servir de ça. Et parfois, vous savez, comme ce prof qui assez intelligemment m'a donné ce livre en me disant « Lis, c'est quelqu'un de ton pays », il a su trouver le mot qui m'a permis justement de devenir aujourd'hui un accro de la lecture. Et bien, on peut tous arriver un jour à passer un petit peu ce déclic avec une phrase, un mot, un geste, pour faire en sorte que quelqu'un qui peut parfois, pour des raisons qui peuvent être légitimes, hein, j'ai dit tout à l'heure, comment dire, même souvent on me dit oui, mais non, il n'y a rien qui peut légitimer un racisme ou des trajectoires. C'est toujours pareil, des trajectoires. Moi, je ne peux pas accepter qu'on critique le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie dans laquelle j'ai grandi, qui était en moi à une époque. Je ne peux pas accepter qu'on critique parce que c'était naturel. Parce que n'importe qui, dans mon cas, aurait réagi de la même manière. Voilà. Ce qui est important, c'est vraiment le plus important, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Vous voyez, aujourd'hui, je lutte contre tous ces fléaux. Je fais beaucoup d'actions justement pour lutter contre ces fléaux. Et des Abdelkader El, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné, avaient rejoint les rangs de l'extrémisme et qui, après, aujourd'hui, luttent contre ces phénomènes. Donc, il n'y a pas de fatalité, ça, c'est une réalité. Mais on ne peut pas non plus juger les gens juste parce que ce qu'ils font est mal. Il faut aussi, à un moment donné, essayer de comprendre. Après, quand on a la politique qui balance des paroles, là, c'est encore autre chose. Hein, parce qu'après, quand c'est réfléchi, quand ça fait partie d'un processus, là, c'est autre chose. Mais sinon, après, le français lambda qui est, comment dire, je veux dire, je vais utiliser un mot un peu dur, mais infesté de préjugés, il faut aussi peut-être essayer d'aller comprendre sa vie, pas forcément le juger comme ça en disant c'est dégueulasse, c'est un idiot, non, non. Il faut essayer peut-être d'aller comprendre sa vie. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire que j'essaye toujours de comprendre pourquoi un individu se comporte de telle manière. Voilà. C'est le chemin qu'en tout cas j'ai entrepris parce que, encore une fois, c'est un peu bisounours ce que je vais dire, hein, mais j'ai vraiment foi en l'être humain, en la femme et en l'homme, et pas en l'homme avec un grand H, parce que j'aime pas les droits de l'homme, j'ai horreur de ça, mais c'est les droits de l'homme et de la femme, ou de la femme et de l'homme, ou les droits de l'être humain, mais c'est pas les droits de l'homme avec un grand H. Donc voilà, je ne suis pas forcément... je suis un citoyen du monde, je trouve que ça c'est extrêmement important. Je me réjouis d'être français. Je me réjouis d'être français parce que franchement, je le pense vraiment du fond du cœur. Je pense qu'on vit dans un des plus beaux pays du monde, parce que c'est le pays des Lumières, c'est le pays des droits de l'homme et de la femme. C'est important. Mais c'est extrêmement important aussi parfois de s'arrêter et de regarder derrière soi, et de regarder un petit peu son parcours, de regarder le pays dans lequel on vit, de regarder tous les acquis qu'on a chez nous aujourd'hui en France, et puis aussi de regarder un petit peu dans les pays à côté. Vous savez, quand je dis dans les classes que 2 hommes qui se tiennent la main en France, c'est magnifique, c'est exceptionnel. 2 hommes qui se tiennent la main en Égypte, c'est la peine de mort. Vous voyez, donc juste pour ça, moi je suis toujours heureux de voir 2 hommes se tenir la main dans la rue, parce que ça me rappelle combien notre pays est beau et combien notre pays a amené pour la liberté des uns et des autres. Voilà, maintenant je vais vous donner la parole et puis je vais essayer de répondre à vos questions, sachant que je ne représente que moi,
ma petite personne et je ne représente que le parcours que j'ai pu amener à travers mon petit parcours.